Et oui, on va rappeler quelques chiffres pour commencer, puisqu'on va parler ce matin de trafic de stupéfiants. 15 à 20% des entrées de cocaïne dans l'Hexagone arrivent via la Guyane. Pour chaque vol qui relie Cayenne à Orly, une dizaine de mules transportent en moyenne 1,9 kg de cocaïne chacun. Nous sommes les premiers, nous, médias, à parler régulièrement de ce sujet, des différentes saisies, des différentes arrestations qui sont faites par les forces de l'ordre. Bref, important, vaste sujet au programme ce matin, et pour en parler, nous recevons le désormais, comme vient de le dire Kylian, ex-sénateur Antoine Karam. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Antoine Karam. Vous avez porté un rapport remis en septembre et fait au nom de la mission d'information trafic de stupéfiants en provenance de Guyane. Nous n'avions pas pu vous recevoir sur le sujet au moment où ce rapport avait été remis parce qu'on était en pleine période électorale. On se rattrape donc ce matin. Il y a un mot avec lequel on pourrait commencer cet entretien, un mot qui revient d'entrée dans ce rapport, c'est le mot urgence, l'urgence de mieux répondre. Avant de parler des réponses pratiques qu'il faudrait apporter, on va y revenir tout à l'heure, j'aimerais qu'on rappelle très concrètement les raisons de cette urgence et les conséquences humaines au final du trafic de drogue en Guyane. Alors, merci de me recevoir. Dès mon arrivée au Sénat en 2014, l'année d'après, j'ai commencé à interpeller le gouvernement et toutes les instances qui s'occupent d'un sujet aussi brûlant qui est une question mondiale. Vous l'avez rappelé, vous avez donné quelques chiffres. Plus de 2000 tonnes circulent dans le monde. Là, et au cœur de ces 2000 tonnes qui circulent dans le monde, enfin la provenance, c'est le Pérou, pas loin d'ici, c'est la Colombie, et puis c'est la Bolivie. 2000 tonnes en 2020, alors que de mémoire, il me semble qu'il y a encore 7 ans, en 2013, on était à 1000 tonnes. Non, mais ça je vous dis, le chiffre a doublé en moins de 10 ans. C'est ça. Et donc la Guyane, qui est en Amérique du Sud, il faut le rappeler, ne peut pas y échapper, puisque la Guyane est ce qu'on appelle un port de transit. Venezuela, Guyana, Suriname, et ça arrive chez nous. Et à partir de ce moment, il y a plus de 30% de la production arrive en France. 30% de la production de drogue qui arrive à Paris vient de la Guyane. Alors, dans les conditions que vous connaissez, d'abord, ce sont les valises, c'est incorporé, les mules, et puis la troisième voie, c'est coller au corps, enfin, toutes les astuces que des jeunes, ou des moins jeunes, parce qu'on a toujours tendance à stigmatiser les jeunes, des moins jeunes, transportent et font traverser l'océan. Donc à partir de ce moment, j'ai considéré que ça n'était pas une fatalité, qu'il fallait absolument qu'on tente quelque chose. Donc interpellation 2015, 2016, chaque fois qu'il y avait un sujet d'actualité dans la presse quotidienne en Guyane, notamment France-Guyane, j'interpellais le gouvernement, question orale, question écrite. Et finalement, je suis arrivé à convaincre mon groupe politique qui a porté ce sujet au niveau plus haut du Sénat, au président du Sénat, et la mission a été mise en place. Elle a été mise en place en plein Covid, tardivement. 23 sénateurs et se sont retrouvés autour de cette mission, présidée par M. Sigolotti, qui est un sénateur de la Haute-Loire. Et puis nous avons fait le travail. Nous avons interrogé des dizaines d'associations, des dizaines de personnalités, des chercheurs, des universitaires, des médecins, des scientifiques. Nous sommes allés partout où il fallait. Et nous avons produit le rapport. Antoine Karam, avant de poursuivre, je vais juste vous demander de rapprocher un petit peu le micro de votre bouche, comme ça les auditeurs vous entendront je suis parfaitement désolé, bien. Voilà, je pense que désormais c'est voilà. Nettement mieux. Vous avez commencé à le dire, est-ce que finalement cette mission, l'existence de cette mission, c'est aussi le synonyme finalement d'une prise de conscience de la part de l'État progressif que le sujet est plus qu'important? Parce qu'en 2019, l'État a mis en place la Midelka, la mission interministérielle et tout, à la suite de toutes nos interventions, mais je ai trouvé que ça n'était pas suffisant. Et vous avez évoqué dès le départ dans l'entretien l'urgence. C'est une urgence pour les Guyanais. Je ne veux plus qu'on entende dire que des jeunes Guyanais sont soit des trafiquants, soit sont en prison. J'ai visité la prison de Fresnes. J'ai rencontré des jeunes femmes qui me disaient qu'elles allaient recommencer parce qu'elles n'avaient pas de perspective de formation, d'insertion et qu'elles allaient recommencer. J'ai vu une jeune femme mourir dans l'avion d'Air France. J'y étais ce jour-là, lorsque la boulette de cocaïne a explosé dans son ventre et tout. Donc à partir de ce moment, on a dit qu'il faut qu'on fasse vite. Et la mission a fait son travail. Maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement. Il faut que l'État français prenne conscience qu'il faut qu'on mette plus de moyens. Alors il y a 3 volets. Et il y a le volet naturellement pénal, répressif. Et hier, la sénatrice, Madame Finera-Hort, qui prend la suite de ce dossier, de cette mission qui s'est engagée. Nous avons rencontré le procureur général, Monsieur Nakbar, à la cour d'appel, et nous allons continuer à travailler là-dessus. La mission, présidée par M. Sigolotti, arrivera avec une délégation dans le courant du mois de janvier,
il faudra absolument que des réponses soient apportées. Alors le volet pénal, le volet répressif certes, mais il y a aussi le volet insertion professionnelle. On y reviendra. On y reviendra dans quelques minutes sur le volet social, notamment de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Antoine Karam, vous aviez déclaré il y a quelques mois: j'espère que ce rapport ne finira pas dans les tiroirs du ministère. C'est l'image de la France qui est en jeu. C'est vrai que sur ce sujet, on a quand même l'impression que le travail de constat, il est fait, qu'on connaît les chiffres, que l'ensemble ou la quasi-totalité des élus, des parlementaires guyanais sont d'accord, et pourtant les choses n'avancent pas ou n'avancent que très lentement. Il faudra taper sur la table à chaque fois, il faudra intervenir, il faudra que l'ensemble des parlementaires se saisissent de ce dossier, pas seulement le Sénat. Il faudra aussi qu'au niveau local, les collectivités s'engagent. Ce sont des enfants de Guyane. Aucun enfant, quels que soient les enfants, d'où qu'ils viennent, c'est la société guyanaise qui se retrouve au cœur de cette image qui est véhiculée. Et vous savez comme moi que tout ne s'arrête pas à Paris, tout commence à Paris. Lorsque la mule arrive ou que la valise arrive à Paris, elle prend souvent la direction des provinces. Et vous avez observé comme moi que beaucoup de jeunes sont conduits devant les tribunaux en province, à Poitiers, à Bordeaux, à Toulouse, à Reims, à Lille, dans le nord de la France. 2 prisons, sans évidemment une douanière exceptionnellement élevée. Sauf que après 6 mois, à faute de place dans les prisons, les jeunes sont libérés, ils reviennent et ils recommencent. Certains que j'ai rencontrés m'ont dit on va recommencer. Il faut qu'on arrête cette spirale. Ces conséquences humaines, ces conséquences sociales, est-ce qu'on en parle suffisamment? Parce que c'est vrai, dès qu'on parle de trafic de stupéfiants, on parle de kilos, on parle d'argent, on parle d'euros, et finalement peut-être qu'on oublie aussi les conséquences désastreuses qui se passent pour toute la population. Sur la santé d'abord. Et sur la santé. Sur la santé et sur l'équilibre sociétal aussi. C'est pour cela que moi je ne suis plus sénateur. Mais je reste un citoyen guyanais. Et là où il faudra pousser les choses, je le ferai et je accompagnerai toutes celles et tous ceux au niveau politique qui sont des élus pour porter au plus haut niveau. Il faut aller même beaucoup plus loin. Porter le problème sur le plan international. Parce que vous avez vu, j'ai rencontré de très nombreuses associations. J'ai travaillé avec l'association Trop Violence, avec de très nombreuses associations. Nous avons une chercheuse guyanaise qui s'appelle Madame Guado, qui a monté une association pour l'insertion qui s'appelle Kairos, qui a été pris en compte par le gouvernement et tout. Il faut qu'on fasse quelque chose. La pire des choses serait de laisser le train passer, de regarder les choses et puis de ne pas agir. Si on n'arrive pas à agir, c'est qu'on n'est pas à notre place. C'est pour ça que ce rapport, pour moi, est la base première d'un combat qui sera long, difficile et tout, parce que les réseaux sont très forts. Les parrains du trafic sont encore beaucoup plus puissants. C'est un réseau international, vous le savez comme moi. C'est pour cela qu'il faut qu'on agisse très vite et qu'on continue en permanence à travailler sur ce dossier. Antoine Karam, en moyenne, en 2019, il y a eu 7 arrestations par jour dans le cadre du plan interministériel de lutte contre le phénomène des mules. Et pourtant, le trafic ne ralentit pas. Comment est-ce que vous l'expliquez? Alors, parce que les jeunes et les moins jeunes prennent des risques. Alors, en général, c'est 30 mules qui tentent de passer. Les douaniers font leur travail. Justement, voilà, le travail est fait et malgré ça. Mais ils ne sont pas assez nombreux. J'ai rencontré les douaniers, j'ai rencontré les syndicats. Quand on demande à un douanier d'être à la fois à l'aéroport et en même temps d'être sur les routes pour faire son travail de contrôle, ça n'est pas possible. Il n'y a pas assez de magistrats aussi. Il faut renforcer la chaîne pénale et la chaîne répressive. Ça ne va pas régler tous les problèmes, mais ça va dissuader. Vous savez qu'un préfet avait pris une des décisions pour empêcher les jeunes d'arriver à l'aéroport. Le Conseil d'État avait cassé cette décision pour des raisons de liberté de circulation des biens des personnes. Mais il faut tout tenter. Il faut continuer à agir très vite pour empêcher ces jeunes de venir à l'aéroport et de tenter de partir. Et pourtant, Antoine Karam, on se pose la question de savoir si le gouvernement a vraiment pris conscience de ce qu'il se passe, dans le sens où à chaque fois qu'il y a une visite, qu'elle soit ministérielle, on se souvient de la visite de Jean Castex il y a encore quelques mois, évidemment des questions lui étaient posées sur le trafic de stupéfiants, il y a une certaine forme de satisfaction, ils vont nous rappeler les chiffres, les moyens qui sont mis à disposition, de dire l'État fait son travail, et on se rend compte qu'en fait c'est pas du tout le cas. C'est comme pour l'orpaillage clandestin. Comme pour l'orpaillage, exactement. Moi, dans mon parcours, mon histoire, ma longue histoire politique, je n'ai jamais vu l'État reconnaître ses fautes et ses erreurs. Jamais. L'autocritique est réservée essentiellement aux élus qui doivent aller devant le peuple pour dire j'ai mal agi, je me suis trompé et tout. Mais l'État se satisfait toujours de... Alors, quand bien même que des moyens aient été mis en place, quand bien même qu'il y a eu une progression, mais on est très très loin du compte. Et pour moi, c'est alors, il y a le volet international. Le volet de une meilleure coopération avec nos voisins, déjà avec le Suriname, avec les Caraïbes. La France est la 7e puissance du monde
elle ne peut pas frapper un peu plus, elle ne peut pas agir un peu mieux, elle ne peut pas aller rencontrer les autorités. Je ne suis pas sûr qu'on ait rencontré les autorités du Suriname sur ces questions. Et le Suriname s'est débarrassé en partie du dossier, puisqu'ils ont mis les moyens à l'aéroport, c'est beaucoup plus répressif et tout. C'est pour cela que les gens traversent et viennent chez nous. Ce qu'on appelle l'appareil à ondes millimétriques, le scanner à ondes millimétriques qu'on a mis en place, il dissuade un peu, mais on est encore loin du compte. Alors on nous a expliqué que ça n'était pas aux normes européennes, le scanner qui consisterait à vérifier, incorporer les boulettes de cocaïne. On ne peut mettre que des scanners qui vérifient ce qu'on a collé au corps, et notamment les armes et ce qu'il y a dans des valises. Mais il faut trouver des solutions. Je ne peux pas me satisfaire que l'on me dise qu'on a fait des efforts, on a progressé et que ça continue. Alors c'est vrai qu'il y a eu une petite pause pendant quelques mois. Alors, à cause du confinement. Eh ben voilà. Le trafic, Antoine Karam, s'enracine, et on le sait, principalement depuis ces dernières années, à l'ouest. Ça veut dire qu'il faut apporter une réponse ciblée et améliorer la lutte le plus possible dans cette partie de la Guyane. Tout à fait. Alors vous savez comme moi que c'est une question démographique d'abord. Lorsque, au début de la départementalisation dans les années 50, il y avait 3000 habitants entre le Haut-Maroni et Saint-Laurent-du-Maroni, aujourd'hui, il y a largement plus de 100 000 habitants. Saint-Laurent-du-Maroni va passer là, en ce moment de 60 000 habitants à plus de 100 000 habitants, la première commune d'outre-mer en nombre d'habitants. Là, 50% de la population a moins de 23 ans. Mais plus de la moitié de cette population n'est pas formée et se retrouve en grande difficulté. Donc Saint-Laurent-du-Maroni, le Maroni de Saint-Laurent jusqu'à Antekumpata, il faudra agir et mettre les moyens suffisants à tous les niveaux pour pouvoir tenter, faire de l'explication, parler, mettre plus de formation. C'est ça le volet social ? C'est le volet social et de formation professionnelle de ces jeunes qui disent que si moi j'ai un travail, si on me donne la possibilité de pouvoir me former et d'avoir un emploi, eh bien je ne vais pas continuer. Mais si il faut prendre le risque de toucher 4 000 € en 5 minutes et parce que je n'ai pas d'emploi et je suis condamné à ne pas faire vivre ma famille, je recommence. Oui, parce qu'on le sait, transporter de la cocaïne, ça peut rapporter beaucoup d'argent, plusieurs milliers d'euros. Est-ce qu'au final, là encore, on aura beau améliorer la lutte, la prévention, le démantèlement des réseaux, tant que le problème de pauvreté ne sera pas réglé en Guyane, il y aura toujours des personnes, des jeunes et des moins jeunes d'ailleurs, vous l'avez rappelé, qui prendront le risque de transporter de la drogue pour plusieurs milliers d'euros. La pauvreté, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, est très élevée en Guyane. C'est un des territoires d'outre-mer où la pauvreté est la plus élevée, avec Mayotte. Mais par rapport à la jeunesse de notre population et de sa diversité, le problème est encore plus prenant chez nous, beaucoup plus fort, beaucoup plus sensible. Il faudra travailler sur la formation et commencer. Alors, il y a aussi l'éducation. Moi, j'ai vu des associations. Je suis allé dans les quartiers à Matoury, à Rémire, un peu partout dans les quartiers difficiles, dans des quartiers comme Bagdad, avec l'association Trop Violence particulièrement, où nous avons pu travailler avec des jeunes, leur expliquer que ça n'était pas un jeu. Et lorsque les jeunes de 6 ans sont sensibles, ceux de 15 ans le sont beaucoup moins, il faut continuer à faire ce travail. Donc, il faut que l'État mette de très lourds moyens financiers pour la répression, certes, pour le pénal, mais surtout pour la formation des jeunes et inverser la tendance de faire croire que la Guyane est condamnée à vivre qu'avec un chômage exceptionnellement élevé et une pauvreté qui n'est pas de nature à conforter notre territoire, puisque le territoire de la Guyane est le territoire de tous les excès, mais aussi de toutes les différences et de toutes les disparités. Est-ce qu'il faut aussi accepter, Antoine Karam, il faut accepter collectivement finalement que sur ce sujet, il n'y aura pas de résolution d'ici les 5, 6, 7 prochaines années? C'est quelque chose qui prendra du temps et il faut une réponse qui soit intelligente sur les prochaines années. Ça prendra du temps parce qu'il y a des réflexes, il y a des habitudes qui ont été prises et puis l'organisation. Parce que pour cela, on arrête le jeune, on arrête le transporteur de boulettes, de cocaïne et tout, mais qui sont les parrains? Il y en a certainement ici. Qui sont les organisateurs? C'est un réseau international. Alors si on commence à nettoyer les écuries chez nous et qu'on puisse faire avancer le dossier, tant mieux. Il faut y mettre les moyens. Tant qu'on continuera à regarder ce qui se passe sans agir, eh bien on verra les chiffres augmenter et les jeunes qui seront toujours frappés et condamnés peut-être à mourir parce qu'ils seront certainement tués, parce que j'avais oublié aussi, il y a du racket. Est-ce qu'on a un chiffre d'ailleurs sur ce point? Est-ce qu'on sait le nombre de personnes en Guyane qui meurent à cause du trafic de stupéfiants? C'est vraiment trop compliqué de le savoir. Non, on ne saura jamais, mais enfin il y a un pourcentage qui, de mon point de vue, est relevé. J'ai passé une journée à Orly, j'ai passé une journée à Roissy,
j'ai vu dans quelles conditions le travail est fait. Le travail est très très bien fait et tout, avec les chiens renifleurs et tout, mais ça n'est pas suffisant. Antoine Karam, le rapport que vous avez remis au mois de septembre s'est aussi prononcé en faveur d'un meilleur partage d'informations entre les différents services. Vous trouvez que la lutte contre le trafic de stupéfiants manque de coordination en Guyane ? Si le rapport l'a écrit, c'est parce que nous l'avons constaté. Et je vous dis, il y a parfois des contradictions à l'intérieur même des services de l'État. Et c'est pour cela que nous avons considéré qu'il fallait le mettre en lettres bien détachées et que l'on puisse expliquer qu'il faut qu'il y ait aussi une cohésion et une cohérence entre les services de l'État. Dernière question, Antoine Karam, il y est déjà 7h30. Vous êtes un tout jeune retraité, on l'a dit, de la vie politique. Est-ce que sur le sujet de la lutte contre le trafic de stupéfiants, le flambeau a été passé à vos successeurs, aux autres élus et aux autres parlementaires de Guyane ? Écoutez, dès l'arrivée de Madame Finérat, je l'ai dit en début d'émission au Sénat, elle en a fait un sujet prioritaire avec d'autres encore. Et elle s'est mise à ma disposition. Nous travaillons ensemble. Elle a, en sa possession le rapport, elle a rencontré le président de la mission, le sénateur Sigolotti, et une délégation, je vous le répète, viendra dans le mois de janvier. Donc elle a pris à son compte ce dossier. Mais moi, j'aurais aimé que tous les parlementaires fassent corps avec, naturellement, le président de la collectivité territoriale qui m'a reçu plusieurs fois sur ce dossier, qui est très sensibilisé à ces questions et qui veut agir aussi collectivement. L'union fait la force, comme on dit. Eh bien, écoutez, on verra au cours des prochains mois, au cours des prochaines semaines, comment est-ce que les élus et les parlementaires guyanais se saisiront ou non de ce sujet. Merci beaucoup, Antoine Karam, d'avoir été mon invité ce matin. Bonne journée. Radio Pays.